cerrando la brecha y ahora con cada movimiento desde Pekín, está claro que el equilibrio global de poder en tecnología está cambiando. La pregunta ya no es solo sobre los chips, es sobre el futuro mismo de la innovación y si Estados Unidos puede mantener su posición antes de que se acabe el tiempo. La lucha estaba lejos de haber terminado en Ohio, donde se suponía que se forjaría el futuro de los semiconductores. Intel seguía lidiando con retrasos, incapaz de resolver los problemas de rendimiento que afectaban a su fábrica. Mientras tanto, Huawei, sin ninguna de las herramientas o recursos que Estados Unidos consideraba esenciales, ya había superado lo imposible. El nodo 18A, el próximo gran avance de Intel, seguía siendo una promesa distante, mientras que los chips de Huawei eran más que un símbolo, funcionaban y se vendían. En solo 6 meses, Huawei envió más de 45 millones de dispositivos Mate 70. La demanda interna estaba aumentando, la cadena de suministro demostraba ser resiliente, madurando más rápido de lo que nadie había anticipado, y no se detuvo ahí. En el primer trimestre de 2025, los ingresos de SMIC aumentaron un 47%, impulsados por una ola de adquisiciones alineadas con el Estado. Al otro lado del mundo, los ingresos de centros de datos de Intel habían caído un 22%. IEUU había apostado fuerte por bloquear el acceso de China a las herramientas necesarias para construir su futuro tecnológico, pero China contraatacó con algo mucho más peligroso: la capacidad de escalar lo que ya tenía y hacerlo funcionar. Los resultados eran claros. Con el ecosistema de chips de Huawei funcionando de forma independiente, la verdadera barrera no era técnica, era el tiempo, pero esto no se suponía que pasara, no así. IEUU lo tenía todo: las patentes, los proveedores globales, la superioridad tecnológica, tenían todas las cartas, pero de alguna manera Huawei se saltó todo el manual, omitió los pasos que Washington consideraba esenciales, eludió las limitaciones y aún así lo logró. Y si podían hacer esto con los smartphones, ¿qué les impediría conquistar los servidores, la nube y los chips de IA? Lo que comenzó como una hoja de ruta burocrática en 2015 se había convertido en una de las transformaciones industriales más audaces que el mundo había visto. Para el primer trimestre de 2025, más del 75% de los sectores estratégicos de China, desde la aeroespacial hasta las telecomunicaciones y las redes eléctricas, habían hecho la transición, al menos parcialmente, a proveedores nacionales de semiconductores. Huawei, SMIC y otros ahora recibían más de 58.000 millones al año en apoyo estatal, mientras que empresas estadounidenses como Intel eran cada vez más excluidas de las cadenas de adquisiciones. Pekín ya no solo competía contra IEUU, estaba construyendo un ecosistema paralelo que no necesitaba a Estados Unidos en absoluto. La participación estadounidense en las importaciones chinas de chips cayó al 28% en 2024, desde el 41% en 2021. Las alternativas nacionales ahora dominaban más del 55% de los contratos informáticos gubernamentales. La verdadera pregunta ya no era si China podía reemplazar a las firmas estadounidenses, sino cuándo dejaría de necesitarlas por completo. Pero el reloj avanzaba. ¿Podría Intel responder a tiempo? O esa ventana ya se había cerrado. La ley de chips y ciencia había desbloqueado 52.7 mil millones de dólares en incentivos federales, con Intel lista para recibir 8.5 mil millones en subvenciones y 11 mil millones en préstamos. Aún así, a pesar del flujo de dinero, la ejecución seguía siendo dolorosamente lenta. La megafábrica de Intel en Ohio, apodada el corazón de silicio, ahora se esperaba que comenzara operaciones parciales a fines de 2026, casi un año completo después de lo previsto, plagada de retrasos de zonificación y contratiempos en la construcción. Mientras tanto, TSMC de Taiwán iba camino de comenzar la producción de 3 nanómetros en Arizona para el tercer trimestre de 2025. El acuerdo de Intel con Amazon Web Services, valorado en 8.2 mil millones, ofrecía un colchón temporal de ingresos, pero solo eso, un colchón. Analistas de Bernstein advirtieron que no sería suficiente para compensar los 13.7 mil millones que Intel arriesgaba perder en China para 2027. El apoyo del gobierno podría estabilizar a Intel, pero no podía acelerar la ley de Moore, y mucho menos recuperar el tiempo perdido, y las consecuencias no solo se sentirían en las salas de juntas. Solo en 2025, Intel anunció despidos que afectaban a 1.250 empleados de sus divisiones de centros de datos y computación cliente. Estos recortes siguieron a una caída del 19% en los envíos de procesadores del primer trimestre, impulsada por la baja demanda y la pérdida de pedidos internacionales. Pero el verdadero golpe llegaría en forma de aumentos de precios. OEMs como HP y Dell planeaban aumentar los precios entre un 12 y un 17% en los modelos próximos impulsados por chips de Intel. Sin China absorbiendo producción a escala, Intel se enfrentaba a una elección dolorosa:
reducir la producción o aumentar precios para preservar márgenes. Esto ya no era solo un problema abstracto de cadena de suministro, estaba a punto de afectar directamente a los consumidores. Los costos de alojamiento en la nube aumentarían, el hardware de servidores empresariales sería más caro, las unidades de aceleración de IA utilizadas en todo, desde la salud hasta la logística, lo adivinaste, también serían revalorizadas, y esto era solo el comienzo. Pero incluso con fondos públicos y aumentos de precios, ¿podría Intel recuperarse, o era esta solo la primera etapa de una caída mucho más larga y dolorosa? El futuro de Intel ahora pendía de un hilo, una carrera entre capital y relevancia, con más de 19.000 millones en apoyo de la ley de chips y acuerdos estratégicos. Con AWS y el Departamento de Defensa, Intel tenía la estructura para una recuperación, pero los mercados no estaban convencidos. Réduisant l'écart, et désormais à chaque mouvement de Pékin, il devient clair que l'équilibre mondial du pouvoir technologique est en train de basculer. La question ne concerne plus seulement les semi-conducteurs, mais l'avenir même de l'innovation et si les États-Unis peuvent tenir leur position avant que le temps ne s'écoule. La lutte était loin d'être terminée dans l'Ohio, où devait se forger l'avenir des semi-conducteurs américains. Intel était toujours confronté à des retards, incapable de résoudre les problèmes de rendement qui affectaient son usine. Pendant ce temps, Huawei, sans les outils ni les ressources que les États-Unis jugeaient essentielles, avait déjà surmonté l'impossible. La technologie 18A, prochaine grande avancée d'Intel, restait une promesse lointaine, alors que les puces de Huawei étaient bien plus qu'un symbole, elles fonctionnaient, et elles se vendaient. En seulement 6 mois, Huawei avait expédié plus de 45 millions d'appareils Mate 70. La demande intérieure était en forte hausse, la chaîne d'approvisionnement se montrait résiliente, mûrissant plus vite que prévu. Et cela ne s'arrêtait pas là. Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de SMIC avait bondi de 47%, porté par une vague d'achats publics alignés sur l'État. De l'autre côté du monde, les revenus des centres de données d'Intel avaient chuté de 22%. Les États-Unis avaient misé gros sur le fait d'entraver l'accès de la Chine aux outils nécessaires pour bâtir son avenir technologique. Mais la Chine avait riposté avec quelque chose de bien plus dangereux, la capacité de mettre à l'échelle ce qu'elle possédait déjà et de le faire fonctionner. Les résultats étaient clairs, l'écosystème de puces de Huawei fonctionnait désormais de manière autonome. Le vrai obstacle n'était plus technique, mais temporel. Mais cela n'était pas censé se produire, du moins pas de cette manière. Les États-Unis avaient tout, les brevets, les fournisseurs mondiaux, la supériorité technologique. Ils détenaient toutes les cartes. Et pourtant, Huawei avait contourné tout le plan de jeu. Ils avaient sauté les étapes que Washington jugeait essentielles, contourné les limites et malgré tout, réussi. S'ils pouvaient faire cela avec des smartphones, qu'est-ce qui les empêcherait de conquérir les serveurs, le cloud, ou les puces d'intelligence artificielle? Ce qui avait commencé comme une feuille de route bureaucratique en 2015 s'était transformé en l'une des mutations industrielles les plus audacieuses que le monde ait jamais connues. Au premier trimestre 2025, plus de 75% des secteurs stratégiques chinois de l'aéronautique aux télécoms, en passant par les réseaux électriques, s'étaient partiellement tournés vers des fournisseurs de semi-conducteurs nationaux. Huawei, SMIC et d'autres recevaient désormais plus de 58 milliards de dollars par an en soutien étatique, tandis que des entreprises américaines comme Intel étaient de plus en plus exclues des chaînes d'approvisionnement. Pékin ne se contentait plus de rivaliser avec les États-Unis. Elle construisait un écosystème parallèle qui n'avait plus besoin des États-Unis. La part américaine dans les importations chinoises de puces était tombée à 28% en 2024, contre 41% en 2021. Les alternatives locales représentaient désormais plus de 55% des contrats informatiques gouvernementaux. Et la véritable question n'était plus de savoir si la Chine pouvait remplacer les entreprises américaines, mais quand elle n'en aurait plus besoin du tout. Mais le temps jouait contre les États-Unis. Intel pourrait-elle réagir à temps, ou cette fenêtre s'était-elle déjà refermée? Le Chips and Science Act avait débloqué 52,7 milliards de dollars d'incitations fédérales, avec Intel censé recevoir 8,5 milliards en subventions et 11 milliards en prêts. Pourtant, malgré l'afflux d'argent, l'exécution restait désespérément lente. La méga-fab d'Intel dans l'Ohio, surnommée Silicon Heartland, ne devait désormais commencer ses opérations partielles qu'à la fin de 2026, presque un an de retard, en raison de problèmes de zonage et de retard de construction. Pendant ce temps, TSMC à Taïwan était en bonne voie pour commencer la production en 3 nanomètres en Arizona d'ici le troisième trimestre 2025. L'accord d'Intel avec Amazon Web Services, évalué à 8,2 milliards de dollars, offrait un coussin temporaire de revenus, mais ce n'était qu'un coussin. Les analystes de Bernstein ont averti que cela ne suffirait pas à compenser les 13,7 milliards de dollars qu'Intel risquait de perdre en Chine d'ici 2027. Le soutien gouvernemental pouvait stabiliser Intel,
mais il ne pouvait pas accélérer la loi de Moore, et encore moins racheter le temps perdu. Et les conséquences ne se feraient pas sentir uniquement dans les salles de conseil. Rien qu'en 2025, Intel avait annoncé des licenciements affectant 1250 employés dans ses divisions centres de données et informatique client. Ces coupes faisaient suite à une forte baisse de 19% des livraisons de processeurs au premier trimestre, due à une demande en berne et à des commandes internationales perdues. Mais le véritable choc viendrait sous forme de hausse de prix. Des constructeurs comme HP et Dell prévoyaient d'augmenter les prix de 12 à 17% sur leurs prochains modèles équipés de puces Intel. Sans la Chine pour absorber une production à grande échelle, Intel faisait face à un choix difficile, réduire la production ou augmenter les prix pour préserver ses marges. Ce n'était plus un problème abstrait de chaîne d'approvisionnement. Il allait désormais frapper directement les consommateurs. Les coûts d'hébergement dans le cloud allaient grimper, les serveurs d'entreprise allaient devenir plus chers, et les unités d'accélération pour l'intelligence artificielle utilisées dans des secteurs allant de la santé à la logistique allaient, elles aussi, voir leur prix augmenter. Ce n'était que le début. Mais même avec un financement public et des hausses de prix, Intel pouvait-elle se relever? Ou n'était-ce que la première étape d'un déclin plus long et plus douloureux? L'avenir d'Intel était désormais en jeu, une course entre le capital et la pertinence. Avec plus de 19 milliards de dollars d'aides issues du CHIPS Act, et des accords stratégiques avec AWS et le département de la Défense, Intel avait l'échafaudage pour un retour. Mais les marchés, eux, restaient sceptiques.